l'autre front de ce qui se passe au Proche-Orient, c'est au nord. Oui. En l'occurrence, les Israéliens, ils ont plusieurs fers au feu, très clairement. Et hier, ils ont tué un Iranien du côté de Damas, qui s'appelle Razi Mousavi, dont personnellement je ne connaissais pas le pédigré, mais enfin qui est un gars très important à l'échelon des gardiens de la révolution iranienne. On voit donc son image, et c'était un proche, mais du premier cercle, de Soleimani, qui a été tué il y a 4 ans en Irak par les Israéliens. Alors, Par les Américains. Par les Américains, pardonnez-moi. Là, c'était pas les Israéliens, c'était les Américains. Alors, d'abord, voyons la réaction des Iraniens, si vous le voulez bien. Par exemple, le président Raïssi, le président iranien, tout de suite a réagi, si on peut avoir la réaction du président Raïssi, qui est en train d'être chargé, bien évidemment. Voilà ce qu'il dit: les crimes du régime sioniste sont regrettables, mais ce qu'il est encore plus, c'est l'inefficacité des organisations internationales, Conseil de sécurité des Nations Unies, organisation... Alors bon, les droits de l'homme avec les Iraniens, ils sont très mal placés. L'affaire du Conseil de sécurité, on peut éventuellement en débattre, pourquoi pas. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les Israéliens, dans l'état actuel des choses, ne confirment pas que c'est eux. Ils ne le font jamais. C'est probablement eux. Alors, ils disent rien. Ils disent pas que c'est pas nous. Ils disent rien. Ça vous surprend? Non, ça vous surprend? Non, ils ne le font jamais. Ils ne revendiquent pas. Jamais. Jamais. Mais okay. Oui. Et en y compris, pardon. Oui, non, mais je veux dire, c'est qu'ils font régulièrement des opérations en Syrie, depuis des années, régulièrement des frappes en Syrie. D'ailleurs, on peut se demander matériellement comment cela est possible alors qu'il y a un dispositif de défense antiaérien extrêmement efficace russe. Donc là aussi on peut se poser la question, comment ont-ils pu faire ça aussi facilement, on va dire. Peut-être avec l'accord des Russes. Peut-être avec l'accord des Russes. Il y a soit les Russes ont donné leur accord, soit ils sont inefficaces militairement. Dans les deux cas, c'est pas forcément une bonne position pour eux. Oui, donc ils attaquent régulièrement, et même depuis le début depuis le 7 octobre, ils ont attaqué régulièrement les Iraniens ou leurs milices les gardiens de la révolution en Syrie. Donc oui, ça c'est l'autre front, incontestablement. La Syrie et ce que le soi-disant axe de la résistance est impliqué dans ce conflit, pour l'instant plutôt dans une politique, j'allais dire, de présence. Oui. Il faut être là, il faut montrer sa solidarité, mais on essaie d'exercer une pression sur les États-Unis, parce qu'il y a aussi des accrochages en Irak, en Syrie, contre les bases américaines, il ne faut pas l'oublier. Il y a l'emploi des outils contre le trafic maritime. Donc il y a plutôt globalement une stratégie de pression sur les pays occidentaux, à la fois, donc j'y reviens, pour exister sur le champ international, pour peut-être essayer de faire en sorte que ces gens-là, par pression, fassent également pression sur Israël, mais ça ne va pas plus loin pour l'instant. Ils font un peu le service, quand même, un peu le service minimum dans cette affaire. Il ne faudrait pas, pour le coup, et la grande erreur, ce serait certainement les Israéliens, de les obliger à aller plus loin, et notamment, on l'évoquait tout à l'heure, en attaquant directement le Hezbollah, en lançant une grande campagne de frappe, par exemple, au Liban. Là, ce qui, à mon sens, serait stratégiquement catastrophique. Et les Israéliens je discutais hier avec quelqu'un qui habite à la frontière libanaise israélienne. Ils ont très peur de ça en ce moment, parce que déjà, on les a évacués depuis maintenant 1 mois et demi, donc ils ont quitté leur maison, des kibboutz vraiment qui sont tout à côté de la frontière, et on leur a dit, dans quelques semaines, vous pourrez revenir. Et puis là, ils me disent, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a de plus en plus de frappes, d'un côté comme de l'autre, et nous, on nous dit, restez dans vos hôtels. Donc, jusqu'où on va comme ça? Donc, ils commencent eux aussi à se poser des questions sur la méthode Netanyahou. Il n'y a pas que les familles d'otages, quoi. On va aller dans un instant à Beyrouth, mais d'abord, on refait le crochet par Israël, si vous le voulez bien, avec Nicolas Rouget. Nicolas, vous avez entendu les uns et les autres ces dernières minutes à propos de la frappe probablement israélienne, même s'ils ne l'admettent jamais, mais enfin, on voit pas trop qui d'autre, parce que si c'était les Américains, ils l'auraient dit. Donc les Américains, ils disent, les Israéliens, ils disent pas apparemment. Ça fait ni chaud ni froid aux Israéliens, ce genre d'histoire. Ils savent que leur armée sort de ses frontières presque tous les jours pour aller taper des objectifs dans les pays limitrophes qui sont potentiellement des menaces pour Israël. Voilà, ils sont habitués à ça. Il n'y a pas à discuter, il n'y a pas à contester.
et même à la limite, peut-être certains voudraient le revendiquer, je ne sais pas, même si l'état-major ne le veut pas. Non, bien sûr, l'état-major ne le veut pas pour des raisons, évidemment, c'est des raisons sécuritaires, hein, des raisons de secret stratégique. Donc, d'un certain côté, les Israéliens sont derrière l'armée de toute façon. Ils croient, il y a énormément de confiance, c'est toujours la même chose. Les Israéliens ont peu de confiance dans leurs politiciens, mais énormément de confiance dans leur armée. Donc, encore une fois, on fait confiance au chef d'état-major pour avoir décidé de faire cette frappe. C'est qu'il devait avoir une raison. D'un certain côté, c'est aussi pour ça qu'on ne remet pas en cause les actions de Tsahal, même à l'intérieur de la bande de Gaza. S'ils le font, s'ils ont tué ces otages, par exemple ces 3 otages quand il y a eu cette bavure, c'est sans doute parce qu'ils devaient avoir une raison, ils se sentaient, c'est le chaos, ils se sentaient pas en sécurité. C'est toujours la première réponse. Donc c'est la même chose au niveau de cette régionalisation du conflit, puisque c'est le cas. On peut s'attendre quand même si, je ne sais pas de quelle façon cela sera fait, mais on peut s'attendre à une réponse de l'Iran sur les jours qui viennent, évidemment, à cette frappe. C'est quand même un affront, même si, et le fait que même si Israël ne revendique pas cette frappe, le fait qu'elle ne démente pas non plus, évidemment, c'est pour un certain côté, pour l'Iran, c'est la même chose. Il faut rappeler aussi quand même que ces guerres froides qui durent entre l'Iran et Israël, ce n'est pas nouveau, il n'y a pas que ça non plus, il n'y a pas que ce front nord, il y a aussi, on l'a vu, hein, une guerre qui se passe, une guerre cyber qui se passe aussi sur Internet, et donc du coup c'est par attaque de hackers interposés qui ne sont pas vraiment connectés avec les deux pays. Donc on se demande toujours où on en est en Israël. On n'en sait pas beaucoup plus en fait qu'en France ou que dans un pays étranger, puisqu'il y a une censure militaire qui est très très forte. Donc même si les rumeurs courent, au bout du compte, on est obligé de faire confiance à son armée, même si on ne veut pas une régionalisation du conflit très clairement. Très clairement, le nord, la frontière nord inquiète beaucoup de gens en Israël aujourd'hui. Pour l'instant, on ne remet pas en cause les actions de Tsahal. Merci beaucoup Nicolas Rouget. Filons à Beyrouth si vous le voulez bien. Arthur Saradin, après avoir écouté tout ce qu'on a dit là ces dernières minutes et notamment ce que vient de dire Nicolas Rouget, est-ce que les Libanais, voilà, déjà que la vie au Liban aujourd'hui est une sorte de cauchemar éveillé avec une économie qui n'existe plus, une monnaie qui n'existe plus, etc. Est-ce qu'en plus la donne sécuritaire pèse sur la vie quotidienne et le moral des Libanais qui se disent bon bah écoutez, si les Israéliens décident de nous prendre pour cible, en l'occurrence le Hezbollah, on pourra rien y faire et il faudra juste subir. Comment c'est perçu actuellement les menaces ? Évidemment, c'est extrêmement difficile pour la situation économique que vous avez rappelée, mais aussi pour la situation politique qui est à rappeler. Le Liban est sans président depuis plus d'1 an, sans gouvernement fonctionnel, sans Parlement aussi fonctionnel, donc il n'y a personne pour prendre des décisions. Tout le monde sait qu'au sud du Liban, c'est à la fois le Hezbollah qui dicte sa loi parce que telle est faite la partition géographique du Liban. Hein, chaque milice héritée de la guerre civile contrôle un bastion du territoire libanais et au sud, c'est le Hezbollah qui est maître et donc qui est aussi le seul capable de faire tomber le pays dans un conflit beaucoup plus frontal avec Israël. Et donc, ces habitants du sud-Liban, qui sont partis par dizaines de milliers d'ailleurs depuis le début du conflit, se réfugier plus au nord, ils se sentent complètement abandonnés par un État qui n'existe pas et dépendants de la situation de tension entre le Hezbollah et Israël. Situation d'ailleurs qui ne fait que s'aggraver. On est passé encore ce week-end, malgré les fêtes, avec un bilan de côté d'Iran du Hezbollah qui est important à noter. Ils ont perdu plus de 130 combattants. C'est la moitié du chiffre de leurs pertes lors de la dernière guerre qui les avait opposés à Israël en 2006. Ouais. On a tous les jours des risques d'escalade. Vous avez rappelé sur le plateau la mort de ce commandant iranien en Syrie. Le ministre de la Défense iranien, le porte-parole du gouvernement iranien ont tous annoncé des représailles qui seraient dures. Personne ne peut savoir pour l'instant si elles viendront du Liban par le Hezbollah, de la Syrie, d'un autre proxy de l'Iran par exemple. On sait qu'il y a déjà eu des représailles contre des bases américaines ce matin au nord-est de la Syrie par des groupes irakiens proches de l'Iran. Donc c'est ce qui est très très tendu. Une autre citation pour terminer qui est extrêmement commentée au Liban, c'est celle du ministre de la Défense israélien qui annonçait que la situation ne serait plus jamais la même au sud du pays. Et donc ça, c'est aussi une déclaration qui inquiète parce que ça veut dire que quand les opérations militaires israéliennes seront terminées à Gaza, il y a de fortes chances que l'armée israélienne fasse, disons, le ménage au Liban. C'est en tout cas la volonté qu'avait exprimée Benjamin Netanyahou. Et donc ça, c'est extrêmement inquiétant parce qu'on a su que plusieurs fois, l'administration Biden, par exemple, avait empêché une escalade du conflit à la frontière israélo-libanaise et par exemple une invasion armée terrestre de l'armée israélienne. C'est ce qui inquiète aujourd'hui énormément les Libanais au sud du Liban et plus généralement dans tout le pays. Pauvre Liban, mon Dieu, quel pays
déchirés. Enfin, c'est absolument effrayant ce qui se passe pour eux. Alors, si on revient à ce qui s'est passé en Syrie, je vous cite le tweet d'un porte-parole du gouvernement de Téhéran qui dit, à destination des Israéliens, hein, bien évidemment, qui n'ont rien reconnu du tout, « Vous paierez un lourd tribut, monsieur Bonnemaison ». Qu'est-ce qu'on peut imaginer, d'ailleurs à vous tous, hein, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Parce que les Iraniens ont plein de possibilités. Actuellement, par exemple, ils sont très efficaces en mer Rouge, puisque c'est eux qui sont derrière les Houthis. Bon, voilà. Mais à la limite, ils envoient des missiles sur des bateaux de commerce. Ok. Mais face à cet assassinat probable de la part des Israéliens, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Non, mais comme vous l'avez dit, les Iraniens ont plusieurs fers au feu. Il y a en effet le fait qu'ils peuvent décourager ou encourager le Hezbollah à agir contre Israël dans cette affaire de Gaza, et plus généralement dans les relations entre Israël et les Palestiniens. Il y a quand même l'affaire en effet des Houthis, qui est très très grave, parce que ça porte atteinte au commerce international. 25% du commerce. Le canal de Suez est bloqué. Les revenus considérable que le canal de Suez procure à l'Égypte, il n'y en a plus, terminé. Donc c'est très très grave, c'est peut-être même la chose la plus grave en fait qui se soit passée depuis quelque temps. Ça veut dire qu'il y a des gens qui jouent au dérapage pour globaliser la guerre, pour étendre le champ de la guerre. Or l'objectif des Américains, c'est de tout faire pour que le champ de la guerre ne s'étende pas. D'où les 2 porte-avions avec les groupes de protection du porte-avions, ça veut dire des frégates, des sous-marins, etc. Une force de frappe considérable qui est face à l'Iran, en disant attention, ne bougez pas. Et surtout, et également face au Hezbollah. Et effectivement, pour dissuader. Et en effet, il est quand même tout à fait crédible, en dépit des dénégations israéliennes, que Joe Biden a retenu par les bretelles le Premier ministre israélien qui voulait y aller qui voulait aller au Liban du Sud, et que les Américains font tout pour l'empêcher. Il est possible que justement l'attentat ciblé contre l'Iranien qui vient de se produire soit une sorte de dérapage contrôlé fait par les Israéliens, puisqu'on les bloque sur l'affaire du Hezbollah, eh bien, on fait cette action directement dirigée contre l'Iran pour tester l'action de l'Iran. L'Iran, encore une fois, a plusieurs fers au feu. Et moi, je considère que ce qui se passe avec les tirs qui partent de chez les Houthis au Yémen, c'est très grave parce que ça perturbe complètement le commerce international. Le bateau vraquier chimique qui a été touché au large de Bombay, tout près de l'Inde, c'est quand même tout à fait énorme. C'est plus la mer, la mer Rouge, c'est la mer Arabique, c'est l'océan Indien, donc c'est très très grave. Et personne ne sait comment réagir, sauf à essayer de choper les différents missiles ou les différents drones que lancent les Houthis. Ces drones ou ces missiles, ils viennent d'où? Ils viennent évidemment de l'Iran. On n'a jamais entendu dire que les Houthis fabriquaient des drones ou des missiles. Ils en fabriquent une partie de drones. Voilà. D'autre part, la géolocalisation des bateaux qui ont été touchés, ça vient de l'Iran. Oui, il n'y a que l'Iran qui a cette information-là. Donc, par conséquent, c'est l'Iran qui en est responsable. Jusqu'à quand les États-Unis vont-ils tolérer ça? Et dans le fond, il est possible que dans l'esprit des va-t-en-guerre du gouvernement israélien, il y ait l'idée que peut-être le moment est venu, d'une intervention contre l'Iran parce que l'Iran finira par avoir la bombe atomique et qu'il faut l'en empêcher avant. Donc c'est tout ça qui se joue en ce moment, à mon avis, et c'est très très grave. Gallagher